Bonjour Daniel Rani. Salut. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui te reconnaîtraient peut-être pas Qui me reconnaîtraient peut-être pas, il y a des chances, mais bon, c'est vrai que moi je fais beaucoup de doublage. Ça fait 20 ans que j'en fais, et je fais Titeuf, et là récemment Spider-Man, et aussi 21 Jump Street, voilà, l'actualité c'est ça, et le Woody Allen, To Rome With Love. Mais ouais, mon taf c'est surtout de la voix off chez Energy, chez Disney Channel, et puis donc des doublages, et un peu de théâtre de temps en temps. Quel personnage dans le Woody Allen? C'est mon acteur de Social Network, Jesse Eisenberg. Donc je sais plus comment il s'appelait, mais bon c'est lui en tout cas que je faisais dedans. Voilà. Donc en ce moment tu as la fiche de Amazing Spider-Man justement pour la voix française de Peter Parker. Ouais. Comment t'es arrivé sur le doublage de ce film? Casting, et comme je l'avais doublé une fois dans Lion et Agneau, le film de Robert Redford, et que après sur Social Network il y avait déjà Jesse Eisenberg, donc j'ai pas pu le doubler. Et la suite, j'étais pas libre, donc voilà, et donc c'est Julien Boniche qui l'a continué, et très bien continué même. Mais voilà, après sur Spider-Man, il a fait la première bande-annonce, et après il y a eu un casting, comme on était plusieurs à l'avoir fait, donc voilà, ils ont fait leur choix, c'est tombé sur moi, j'ai eu de la chance. Est-ce que le travail sur ce personnage a-t-il été différent d'autres rôles Non, c'est toujours à peu près pareil, on essaie toujours d'être aussi entre guillemets performant. Maintenant, oui, Spider-Man c'est un rôle que j'affectionne particulièrement. J'ai lu pas mal de comics quand j'étais petit, enfin voilà, Spider-Man pour tous les mômes c'est toujours un truc de fou, donc le tourner ça doit être un truc de malade, mais bon le doubler c'était déjà pas mal. J'étais très content, c'était un des films que j'avais le plus envie de faire une fois que j'avais passé le casting, ça m'aurait vraiment embêté de pas le faire. Et justement, quel est ton rapport à ce personnage? Est-ce que tu es lecteur de comics? Ouais, du coup là, j'étais Spider-Man, Spawn aussi quand ça venait de sortir. Et puis c'est tout. Après, Journal de Mickey, Picsou Magazine, Mickey Parade, Mickey Mystère. Mais non, j'étais pas trop comics, mais voilà, Spawn j'aimais bien quand même. Et t'en as lu du coup du Spider-Man pour le rôle ou même pas? Non, étant donné que c'était entre guillemets un doublage normal, j'ai pas spécialement relu de comics. De toute façon, on ne nous demande pas de créer, on nous demande de recopier et de moins trahir impossible la VO. Donc à partir du moment où tu écoutes bien ce qu'il fait, il n'y a pas spécialement besoin de s'investir dans le personnage comme lui a besoin de le faire au préalable avant le tournage. Donc c'est l'avantage du doublage. Donc tu as commencé assez tôt dans le monde du doublage. Comment justement tu as débarqué là-dedans? Ça a été une vocation ou c'est un heureux hasard? Non, ouais, c'était un heureux hasard, si on peut dire ça. Moi, ma mère était choriste avant sur pas mal de chanteurs dans les années 70, avant, après, elle a beaucoup travaillé là-dedans. Et puis elle avait une amie qui est la choriste de Charles Aznavour et qui s'occupe de faire les versions françaises de chansons de plein de films, et qui s'appelle Claude Lombard, et qui m'a présenté à un ami à lui qui cherchait des mômes. Ça c'était en 92. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, par un hasard non, mais après j'ai eu le coup de pouce au début, mais après ce petit coup de pouce là, faut le cultiver quoi. Comment justement se déroule généralement un doublage? Est-ce que tu as une liberté par rapport aux traducteurs qui te font le texte, ou est-ce que tu dois absolument suivre? Ça dépend des fois. Il y a des fois où on ne peut pas changer d'une virgule le texte, d'autres fois où on nous laisse complètement délirer, comme souvent quand on nous laisse délirer c'est dans les dessins animés. Maintenant tout ce qui est un peu film live, les libertés on évite. Mais oui, sur Spider-Man, le texte à la base n'est pas exactement ce que j'ai dit. Il y a plein de fois où je me suis mis des petites libertés, mais attention, c'est pas grand-chose, c'est juste pour que ça soit à mes mots à moi. Quand on dit, c'est s'approprier le texte, quoi, histoire que ça passe mieux, on soit plus à l'aise. Mais sur Spider-Man, ça s'est arrêté là. Et mais c'est dans 21 Jump Street aussi où il y a des petites blagues, par rapport au VO, et c'était dans le texte ou c'est vous qui avez du doublage? Sur 21 Jump Street, je voulais en rajouter beaucoup plus, mais on m'a freiné. Mais j'ai eu... Là, en l'occurrence, j'avais très très peu de liberté. Vraiment,
on nous a dit qu'il ne faut pas changer le texte, c'était un peu dommage parce qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu mettre à ma sauce. Bon, c'était pas possible, hein, le résultat j'imagine, j'espère est bien, mais on n'a pas... J'aurais pu rajouter 2-3 conneries. Maintenant on m'a laissé en faire quelques-unes aussi. Hein, à la fin, avec Adrien Antoine, on a fait un petit clin d'œil à Patrick Poivet quand ils font à la fin et la John McClane. On a essayé de faire une petite imitation, ça faisait rigoler. Mais bon, après, voilà, ça dépend des fois. C'est selon le client. Ouais. Selon le client, selon le produit. Voilà, sur un film hyper sérieux, c'est dur de faire des bêtises sur un dessin animé un peu barré. C'est beaucoup plus simple. Social Network, ça peut être hyper carré ou Social Network beaucoup de texte. Sur Social Network, j'ai quasiment rien changé. Parce qu'il était très précis le texte, et puis que c'était un film sérieux. Donc du coup, je voyais pas l'intérêt de changer du texte pour remettre autre chose à la place. Ça avait aucun intérêt, et puis c'était bien écrit, donc pourquoi changer? Parlons plus particulièrement de certains rôles. Tu es arrivé en cours de route sur la série Malcolm, sur le personnage de Reese. Comment est-ce que tu as travaillé la voix? Est-ce que tu t'es basé sur le travail de l'ancien doubleur? Non, effectivement, j'ai débarqué en plein milieu de saison 3, je crois. Parce qu'il s'en allait avec ses parents qui partaient à Marseille. Donc du coup, je l'ai récupéré. Mais non, j'ai pas spécialement fait gaffe à ce qu'il avait fait au préalable, je l'ai fait au feeling. Et puis je me suis vraiment approprié au fil des saisons, à la fin, je kiffais. Hein. C'est dommage que ça soit arrêté, c'était vraiment une série que j'aimais beaucoup. Et justement, au vu du succès que ça a eu Malcolm à l'époque, est-ce que tu as eu un avant et un après au niveau professionnel? Non. Il y a peu de fois où il y a vraiment un après, hein. Même sur des grosses sorties. Après Titeuf, il s'est rien passé dans ma vie. Rien de spécial qui m'a amené. J'ai pas eu de proposition en plus. Spider-Man, ce sera pareil. C'est très anonyme hein, le doublage. Hein. Il y a peu de fois où ça t'amène ça t'ouvre des portes pour faire d'autres choses. Maintenant, oui, c'est toujours bien pour le CV, mais c'est pas ça qui te fait plus travailler. Hein. Non, parce qu'il y a quand même des voix assez connues. Richard Darbois, il y a Alexis Thomassian aussi. Quand on se fait remarquer dans des rôles comme ça, où beaucoup reconnaissent plus la voix VF que VO, ça peut amener... Ça amène des rôles supplémentaires, oui, mais dans la mesure où on se base sur la relation comédien et directeur artistique. Parce qu'il a vu que tu t'as fait bien, il va te rappeler, il va penser à toi sur le prochain. Mais ça s'arrêtera là. Mais voilà, après c'est sûr que quand tu doubles un acteur plein de fois à la suite, c'est sûr que ça t'amène les autres films derrière. Mais ça c'est la continuité, c'est pas parce que tu as fait du bon taf, enfin si, c'est parce que tu as fait du bon taf et que tu le continues. Mais la continuité marche pas forcément comme ça. Quoi. Tu travailles donc beaucoup, comme tu dis tout à l'heure, pour Disney Channel. Ouais. Comment a démarré la collaboration avec cette chaîne? Est-ce que c'est avec la cour de récré? Non, pas spécialement. J'ai fait beaucoup de séries Disney. Je pense que c'est pour eux que j'ai travaillé le plus dans ma vie. Mais non, ils cherchaient quelqu'un pour faire les voix antennes pour Disney Channel il y a quelques années de ça. Je l'ai fait 2-3 ans. Après, ça s'est arrêté. Et quand Jetix s'est arrêté et est devenu Disney XD, ils ont passé un casting et ils ont repensé à moi pour le faire. Et voilà, j'ai passé le casting, j'ai été pris. Mais c'est pas grâce aux séries que j'ai fait ça. Et donc du coup, c'est pareillement que tu doubles les séries. C'est pas parce que tu bosses sur Disney Channel que tu as plus facilement doublé des séries Disney Channel. Non, pas forcément, ouais, c'est clair. Non, mais c'est très cloisonné hein, dans le milieu artistique. En comédien, surtout en tournage, si tu tournes au cinéma, tu fais pas de télé, si tu fais c'est très cloisonné. Hein, et, dans le doublage, c'est pareil. Hein. Si tu fais du doublage, c'est pas pour ça que tu fais des pubs, c'est pas pour ça que tu fais des voix antennes. Faut arriver à rentrer par les fenêtres, quoi. C'est des sinistres de partout, quoi. C'est pas évident. Oui, par rapport à Social Network, au vu de la densité, de la rapidité des dialogues, est-ce que le doublage a été différent? Est-ce qu'il y a eu plus de temps pour refaire les prises, comme pendant le tournage de Social Network où ils ont fait 99 fois une seule ligne? Ouais, ça m'étonne pas, il est tellement difficile à faire, c'est très technique. C'est le plus dur que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant.
C'était très dense, très condensé, très technique, il est très pointu quand il parle à Heisenberg, il faut le suivre, il est vraiment pas évident à suivre. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, mais ouais, c'est vrai qu'on a eu des scènes qu'on a refait beaucoup de fois aussi, beaucoup plus que la moyenne, que sur un film normal. Il y a même des fois on a fini à minuit alors que c'est jamais le cas normalement quoi. Mais là on a travaillé des dimanches jusqu'à minuit parce qu'il fallait le faire et que ce soit propre. C'est vrai que le début du film, quand il discute de 3 choses en même temps, en parallèle, puis il reprend et que... C'est justement cette scène-là. C'est celle qu'ils ont fait justement en 99. Bah, moi je l'ai refaite, pas 99, mais plus que... Je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais je sais on est passé dessus une première fois, on est revenu dessus l'après-midi, une autre fois le lendemain, un truc comme ça. Et la bonne prise, ça a été un soir à minuit pareil, parce que je me suis dit non vas-y on retourne dessus, je suis sûr que je peux faire mieux, et puis effectivement c'est là qu'on l'a chopé bien propre. Et quand je suis allé le voir au cinéma, je vais jamais voir les films au cinéma en VF sur ce que j'ai fait, mais là je voulais voir le rendu parce que vraiment j'en avais chié. Et en fait quand ils ont posé les bandes, quand ils ont fait le master, en fait ils ont décalé toute la première bobine, et ce qui fait que tout ce qui était parfaitement calé était décalé de 2 images. On s'était fait chier pour rien. C'est la vie. Et du coup t'es plus film VO quoi. Tu fais de la VF mais... Quand je les regarde ouais. Ouais, sinon je passe mon temps à regarder les bouches des gens, à me dire ouais toi pas en place. Voilà, mais c'est quoi ce doublage là? C'est une déformation professionnelle. Et pour les films d'animation aussi, même si c'est de la... Non, au contraire. Là pour le coup je les regarde en VF. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à les voir en VO, tu fais le même travail qu'eux, donc quand c'est un film tourné, oui, mais quand c'est du dessin animé, pourquoi le voir en VO, vu qu'en VF c'est la même chose, on a fait le même taf, donc souvent sur les dessins animés, genre les Disney, il y a une très bonne qualité de doublage, donc Cars, c'est le film préféré de ma fille, je l'ai jamais vu en VO, je pense que je le verrai jamais en VO, la VF elle est parfaite, elle est ciselée, elle est pointue, elle est... Il a bossé dessus Ouais, moi aussi on a fait des petits rôles dessus, on a fait les branleurs qui endorment Mac quand il est sur la route pour Los Angeles. Il s'endort, il passe à côté, moi je fais le 4x4 tuning avec les néons en dessous. Et ce genre de doublage, tu te pointes, on te dit 2 phrases, tu le dis et tu te... Sur Cars, je suis resté une demi-heure. Et encore, allez, je vois large. Une demi-heure en comptant l'entrée, le bonjour, l'équipe. Allez, sérieusement, j'ai dû rester un quart d'heure dessus. Mais j'avais 2 phrases et un rien. Le rire, c'est bien. Ouais. Mais bon. Et ben, y a-t-il des fois où un lien se crée avec le comédien dont tu es la voix française? On les rencontre rarement. Ils ont fait une fois, là, quand ils sont venus tourner Les Feux de l'amour à Paris, ils ont fait rencontrer les équipes françaises et américaines. C'était rigolo, je trouvais ça sympa. Mais c'est rare. C'est rare. Là, souvent, je vais sur des avant-premières. Enfin, souvent, parfois, je vais à des avant-premières dans les films que j'ai doublés. Quand j'avais fait There Will Be Blood, j'ai pas rencontré Paul Dano. Sur Social Network, c'était pareil. Sur Spider-Man, j'ai pas pu le rencontrer non plus. Enfin, c'est pas systématique, c'est pas trop dans les habitudes. Bon, voilà, c'est un travail anonyme et puis voilà, ça fonctionne comme ça fait partie des règles du jeu. Hein. Est-ce qu'avec le fait qu'il y ait de plus en plus de films qui sortent par semaine, est-ce que le doublage français peut perdre en qualité? Non, parce que la plupart des comédiens ont du mal à travailler parce que y a beaucoup de comédiens et que y a de... Enfin, tu me dis ça, mais nous on trouve qu'il y a de moins en moins de taf. Donc c'est assez paradoxal. Maintenant pour les séries, c'est différent des films. Mais je pense pas, de toute façon le travail sera toujours plus ou moins complet. Et après ça dépend des films, ça dépend du temps qu'ils proposent, mais c'est pas parce qu'il y a plus de films que le doublage sera moins bon. Il y aura toujours assez de comédiens qu'il faudra pour doubler les films, ça c'est vraiment pas un souci. Mais non, pas de souci à ce niveau-là. Parce que justement on voit de plus en plus des stars qui s'improvisent entre guillemets comédiens de doublage. Ouais. On a vu sur Projet X Norman ou même dans pas mal de productions Disney, Aznavour qui avait fait pour Là-haut. Est-ce que c'est pas une dégradation au final Tu me cites Projet X, en l'occurrence si c'était pas Norman c'était moi. Ouais. Mais c'est le marketing qui a préféré faire un peu de com.
Et c'est tout à leur honneur. Enfin, je veux dire, s'ils veulent faire de la com comme ça, Norman, je le connaissais pas. Et après coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir ce qu'il fait. Et il est très drôle, hein, il est très doué. Hein. Dans ses vidéos, vraiment, c'est très drôle. Maintenant, j'ai pas vu le film, mais bon, ils ont dû travailler et le résultat doit passer. Maintenant, lui, en l'occurrence, c'est pas comédien, mais quand c'est des acteurs qui viennent travailler et faire les rôles principaux pour Cars, ce qu'il a fait Canet et Cécile de France, il est parfait leur taf. Donc oui, je vais perdre quoi, un rôle ou deux par an, c'est pas la mort, c'est pas très grave. Et puis ça fait sortir le doublage de l'ombre. Je cherche pas spécialement à être connu, je m'en fous, mais ça redonne une bonne image au doublage, chose qu'il avait perdue depuis quelques années où c'était un peu une tare pour un comédien de faire du doublage et au lieu de faire du cinéma. Donc ça, c'est pas que ça donne ses lettres de noblesse, mais en tout cas ça le rend plus positif. Donc pour le coup, non, je trouve ça bien. Maintenant, si je pouvais avoir le cachet que touchent les stars sur les films à leur place, ça me dérangerait pas. Et justement, qu'est-ce que tu penses de rejet chez certains de la VF, alors que dans les années 80, elle était sacralisée avec vraiment de grands noms c'est hyper simple, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité de le voir en VO. Donc on regardait ce qui passait. Et puis avec le temps qui passe, les technologies toujours plus pointues, toujours plus précis, toujours plus, et ben il faut faire exactement ce que fait la VO, sinon ça gueule, et ils ont raison. Mais comme maintenant on a la possibilité de voir la VO à la place de la VF, bah, les comparaisons se font et puis c'est normal. Mais moi je préfère la VO à la VF. Maintenant en VF on n'essaie pas de faire mieux que la VO, on essaie de la trahir au moins. Donc après c'est plus ou moins réussi. Maintenant, quand j'entends des mecs gueuler sur des mangas qui trouvent que c'est moins bien que la VO, bah regarde la VO, gros, hein. Si tu veux voir la VO et que tu veux pas voir tu veux pas voir que la VF trahit un peu ce que fait le mec quand il gueule en japonais sur Evangelion, oui, bah vois la VO. Après, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut. Après, c'est toujours pareil, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. On a plus ou moins de temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, à partir du moment où tu te dis je regarde la VF, c'est que tu acceptes les règles du jeu. Tu te dis bon bah ok, je regarde une VF, bah ce sera pas la VO, donc mais la plupart des gens, enfin, la VO c'est quoi? Tout le monde qui dit je préfère la VO, c'est très parisien et c'est très geek. Et c'est pas pour dire, c'est pas péjoratif quand je dis geek, je suis un geek depuis que j'ai 10 ans. Hein. Je sortais pas pour jouer au foot, je restais jouer avec ma Game Boy en 89, donc je fais partie de cette culture-là. Mais c'est très parisien et c'est très geek la VO. Mais demain, tu vas n'importe où dans une ville de province, le film il sera en VF en priorité. Et c'est surtout dans les grandes villes. Donc bon. Je pense que c'est un faux problème. Ouais, justement, c'est bizarre ce paradoxe, parce que tu dis que la VO c'est très geek, et pourtant c'est même geek qui préfèrent la VF d'un Star Wars, d'un Indiana Jones, et trouvent que voilà, c'était... Mais oui, mais parce que c'était culte à l'époque, parce que je te dis, on n'avait pas le choix de la VO, et que c'est rentré dans les têtes. Moi, Star Wars, je le vois en VF, évidemment, je vois qu'il y a des gros problèmes de synchro. Mais je suis tellement habitué à ces voix-là que je ne me poserais même pas la question d'aller de le remettre en VO. Donc, ouais, c'était une autre période, c'était une autre. On peut pas comparer les Rocky, les Rocky 1, 2, 3 et le Rocky 4 qui est sorti il y a 2 ans. Tu peux pas te permettre. Comme dans Cobra, ils changeaient le texte, ils disaient n'importe quoi. Et ils s'en foutaient. C'était le début, ils savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds. Et puis du coup, c'était tellement décalé que ça en est devenu culte. S'il l'a fait normalement, ça serait peut-être passé à l'as. Je sais pas. On peut pas réécrire l'histoire du doublage, mais c'était une autre période qui est absolument pas comparable à ce qu'on peut vivre maintenant dans le métier, quoi. Donc on te connaît pour tes talents de comédien de doublage, mais moins pour tes talents de conducteur. Ah. D'où vient cette passion pour les 2 et 4 roues? Bah, j'ai toujours baigné là-dedans depuis que je suis petit. C'est vrai que depuis que je suis tout petit, quand j'avais 5 ans, j'avais une motocross. J'en ai toujours fait. Scooter, moto, et puis grâce à mon métier, j'ai pu me payer toutes les motos que je voulais. Donc je me suis mis à faire le con avec Alexis Thomasian,
puis moi, en parallèle de ça, je faisais de la compétition en vitesse. J'ai fait pas mal de coupes de marque en 600, les ouvertures de 24 heures du Mans, du Bol d'Or, tout ça. C'était un gros kiff. Et puis après, je me suis mis à faire des acrobaties avec roue de ouf. Moi, ça m'a apporté beaucoup de bonheur parce que c'était une vraie réussite. On avait quand même 120 000 visites par mois quand même. On était devant Skoda.fr. Je le dis souvent parce que ça me faisait rigoler à l'époque en référencement, on était bien. Et ouais, c'était une super période. Maintenant, je me suis beaucoup blessé et donc j'ai arrêté ma carrière. Mais j'ai toujours gardé la fibre des sports méca. Et puis là, je commence à me mettre doucement à la voiture. Je sais pas quand l'interview sera diffusée, mais là, ce week-end, dans 2 jours, là, je vais faire une course de NASCAR à Tours. Ils ont fait une première européenne, c'est le championnat d'Europe NASCAR. Et ils font un speedway, donc une course en ovale. Et je suis en pilote wildcard. Donc on va essayer de ne pas être ridicule, quoi. Mais c'est pas gagné parce que ça roule très fort. J'ai fait une journée de roulage il y a 1 mois de ça, et puis ça s'était plutôt bien passé. Donc l'organisateur m'a rappelé en me proposant un volant, qu'il lui restait une voiture. Donc voilà, ça va être fort. Il y a Yvan Muller qui est là, qui est le champion du monde WTCC. Attends, est-ce que c'est WTCC qui fait? Si c'est pas ça, je m'excuse, mais en tout cas, il est sur une Chevrolet et il gagne toutes les courses. Et je sais plus si c'est le WTCC. Ouais, Eratom, c'est sûr que tu peux le mettre. Prépare-le, ton insert. Ok. Est-ce que, on retourne un peu sur le doublage, ouais. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre le doublage de films, de séries, ou même de jeux vidéo? On sait que tu as fait Kingdom Hearts. Est-ce qu'il y a des grandes différences J'imagine que dans le jeu vidéo, ça doit plus se passer par fichier que par... Ah ouais, clairement. Sur un jeu vidéo, effectivement, tu as des petites cases, tu vois ton texte, tu as une petite case à côté qui te dit l'humeur du personnage. Et puis en gros, vu que moi je joue depuis 89 et que je me suis jamais arrêté, je vois très bien où ça se passe, si c'est une cinématique, si c'est dans le jeu, si c'est dans les menus, j'arrive bien à le cerner, donc j'arrive à plutôt bien m'en sortir, je pense. Et après, il faut imaginer le reste parce qu'on n'a pas d'image, donc c'est pour ça que souvent c'est pas parfait, mais c'est à cause de ça. Mais tant qu'on n'aura pas de bande rythmo comme en doublage et un écran avec la cinématique qui passe, ce sera jamais parfait. Et pourtant, quand on enregistre, on est calé à même pas un dixième de seconde de la VO. Même en VO, ils sont pas en place. Donc quand on voit un doublage français qui est mal synchronisé, même sur la Assassin's Creed, tout ça, si tu vois que la bouche, elle bouge derrière, dis-toi qu'en VO, c'est pareil. Donc nous, on se cale par rapport à la VO. Donc si la VO, ils sont pas calés, on peut pas faire grand-chose. On peut même pas perfectionner un... Non, on peut rien faire. Le doublage, les jeux vidéo, on est coincé. Et tant que ça changera pas fondamentalement, il y aura de gros soucis. Maintenant, après, pour les différences de doublage entre une série, un dessin animé et un film, c'est le temps. C'est le temps et puis le type de produit, quoi. C'est sûr que sur un téléfilm qui va passer une fois sur une chaîne du câble et que tout le monde sait que c'est pas le téléfilm du siècle, ça va te passer. Sur Spider-Man, la scène où il pleure quand il voit, je vais pas spoiler, mais bon, bref, il se met à pleurer un moment. La scène, je l'ai revue 3, 4, 5 fois. Normalement, tu le vois 2 fois maximum sur la scène, mais là, tu as le temps de le voir parce que je veux me rappeler de tout ce qu'il fait en anglais pour pouvoir essayer de retranscrire au maximum ce qu'il fait. Voilà, c'est du temps. C'est juste ça. Quels sont les prochains doublages là tu es en train de travailler? Sur quoi tu vas travailler? J'ai des Borgia qui vont reprendre. Pour l'instant, si le prochain Jonah Hill qui s'appelle Sitter. Et je crois que pour les plus gros trucs, c'est tout. Sinon, il y a les feux de l'amour demain matin. Quel personnage? On va regarder ça avec vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. Avec plaisir. Salut.